Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Patrick Buisson, essayiste et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, auteur de Décadence aux éditions Albin Michel. Bonjour Patrick Buisson. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, où va notre société, notre civilisation? Dans votre livre Décadence, titre avec un jeu de mots tiré de Gainsbourg, bien sûr, vous revenez sur ces 60 dernières années et tous les bouleversements qui ont accéléré les choses. Vous vous en prenez beaucoup à une société de consommation qui va jusqu'à l'exploitation du corps. Je cite, on va y revenir. Vous me direz si c'est de la nostalgie, de l'amertume, du pessimisme. Au passage, d'ailleurs, je le dis aussi pour certains auditeurs, vous parlez des années 50 et de l'ancêtre d'ailleurs de Sud Radio, Radio Andorre, parce que vous parlez évidemment de cet avènement de la radio avant de voir tous les autres. Et puis, nous allons revenir aussi, bien sûr, sur l'actualité, l'impopularité d'Emmanuel Macron, les clivages dans notre pays, la démographie. Commençons donc par la contestation d'Emmanuel Macron à travers la réforme des retraites qui se concrétise par les sifflets, les concerts de casseroles, les sondages que vous connaissez bien, qui mettent le chef de l'État au plus bas, comme on l'a vu dans notre balise IFOP hier. Comment vous analysez cette période pour le chef de l'État ? On pouvait croire, ou espérer même, que délivrer de la perspective d'être jugé par le suffrage universel, il ne peut pas se représenter, Emmanuel Macron, qui a une approche métapolitique, qui veut surplomber les choses, qui se présente comme le disciple de Ricoeur, aurait pris politiquement le risque d'affronter l'opinion, mais avec une véritable vision, c'est-à-dire un projet collectif. Un changement de temporalité. Ouais. Sortir du temps court de l'individu, où le politique est préoccupé de rentabilité électorale, il va se représenter, il a besoin d'avoir une majorité, pour aller vers le temps long de la communauté, de la nation, c'est-à-dire faire de grandes réformes, faire un investissement sur le long terme, dont les résultats se voient à 20 ans. L'investissement dans le capital humain, par exemple, la politique familiale, elle donne des résultats 20 ans plus tard. Pour celui qui occupe l'Élysée, évidemment, c'est une échéance qui, a priori, ne l'intéresse pas. Il ne sera plus là. Ce risque politique qui aurait montré qu'on avait affaire à un visionnaire et un homme qui sait se détacher des contingences électorales par la force des choses, il ne l'a pas pris. La réforme des retraites en est l'exemple absolu. Aujourd'hui, nous payons le krach démographique des années 70-75. Système de répartition, c'est très simple, ce sont les actifs et les cotisants. Oui. Bon, la démographie est la seule science humaine exacte qui nous permet de prévoir. Et c'est absolument implacable. Donc, évidemment, qu'il ne sert à rien de manifester, de gesticuler, d'aller dans la rue. Les années de retraite perdues, ce sont les enfants que nous n'avons pas eus. Or, Emmanuel Macron aurait pu faire une grande réforme qui permettait d'enjamber les 20 prochaines années en relançant une politique familiale, en revenant par exemple sur le plafonnement des allocations familiales ou du quotient familial qu'a fait François Hollande. D'ailleurs, on dit François Hollande que la seule courbe qu'il ait réussi à inverser durant son mandat, c'est celle de la natalité. Bon, ça avait déjà commencé avant. Oui, ça a commencé depuis 30 ou 40 ans, mais ça s'est aggravé. Oui. Le problème, donc, pour Emmanuel Macron, eût été effectivement de saisir cette question de la démographie. Auguste Comte disait la démographie, c'est le destin. Bah oui, c'est même le destin de notre régime par répartition pour avoir des résultats à 20 ans. Là, en faisant cette réformette, il condamne ses successeurs à faire une autre réformette. Vous connaissez le calendrier, la dernière c'était Sarkozy en 2010, avant il y avait eu Fillon, donc tous les 5 ou 10 ans, on n'a pas le courage de traiter le problème de fond, ou alors qu'on passe à un autre type de régime qui est la capitalisation. Mais tant qu'on est sur la répartition, la question de la politique démographique est essentielle. Oui, mais sur la politique démographique, c'est aussi l'évolution de notre société qui veut ça, avec beaucoup de familles qui aujourd'hui n'ont plus envie d'avoir autant d'enfants, avec des familles qui sont d'ailleurs divisées, bien sûr, il y a des divorces, et puis des femmes qui veulent peut-être aussi un petit peu moins d'enfants pour pouvoir vivre leur vie et travailler, quoi. C'est ça l'un des grands changements de ces 20 dernières années, non ? Vous avez raison. Incontestablement, il y a un changement des mentalités. Oui. Jusqu'aux années 60-70, l'intérêt collectif, l'intérêt général, le bien commun primait celui des individus. Et il y a eu, on va dire, une privatisation du corps. Oui.
par exemple, pour les hommes, avec la suppression du service militaire, la nation n'a plus le droit de s'emparer, de saisir les hommes, de les envoyer dans des guerres ou dans des conflits. Pour les femmes, ça a été la contraception et la loi veille sur l'interruption volontaire de grossesse. Mais il n'empêche que, bien sûr, le désir d'enfant est moins fort qu'il ne l'était il y a 30 ans ou 40 ans. Mais parce qu'il n'y avait pas la contraception, notamment. Si, la première loi de Wirth, c'est à la fin 1967. Oui, mais non, je dis auparavant, quoi. Hein, c'est ça. Ce qu'il faut simplement, c'est de donner les moyens, faire l'effort financier nécessaire aux femmes qui veulent des enfants, de les avoir dans de bonnes conditions, y compris d'aménager les conditions de vie pour qu'elles puissent, par exemple, continuer à travailler, qu'il n'y a pas que la maternité ne soit pas un projet alternatif, si vous voulez, au travail. Ça, on le fait plus. La politique familiale... pourtant, il y a eu une politique familiale avec, par exemple, la possibilité de prendre davantage de congés parentaux, quoi. Y compris même pour les pères qui peuvent lâcher pour que les femmes continuent si elles ont aussi un bon job et si elles préfèrent, quoi, le garder. Quand on voit ce qu'était une politique familiale au lendemain de la libération, celle qu'a impulsé le Conseil national de la résistance avec De Gaulle, et tout le monde était d'accord là-dessus. L'effort financier que nous faisons est totalement insuffisant. En 1945, l'allocation de salaire unique était pour une femme de ménage ouvrier qui restait à élever ses enfants de l'équivalent d'un SMIC. Vous vous rendez compte ? Nous n'avons pas fait cet effort financier, nous y avons renoncé. Donc il ne s'agit pas d'imposer la maternité comme un devoir social, comme c'était le cas avant, l'équivalent du service militaire pour les hommes. Il s'agit de donner aux femmes qui ont envie d'avoir des enfants les moyens et les conditions de les avoir sans sacrifier une vie professionnelle. Et ça, ce choix-là, nous lui avons tourné le dos. Oui, alors Patrick Buisson, vous dites que la démographie met la France en danger, en quelque sorte, hein, c'est cela, et notamment sur le système des retraites. Est-ce que c'est l'immigration qui peut sauver la France, alors ? Alors, écoutez, j'ai été très frappé en préparant Décadence, en travaillant sur ce livre. J'ai dépouillé, j'ai lu tout le débat en novembre-décembre 1974, au moment de l'adoption de la loi Simone Veil sur la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. On est à 6 mois après l'élection de Giscard. Giscard a battu le candidat gaulliste Chaban-Delmas et les députés gaullistes, il n'a pas dit sous la Chambre, qui constituent sa majorité, sont très réticents à l'égard de Giscard et ils sont d'emblée hostiles au projet de Simone Veil. Oui. Ils sont emmenés par Michel Debré, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle. Et j'ai été frappé du fil rouge de l'intervention de tous les députés gaullistes dans ce débat. Michel Debré, le premier. Quand Simone Veil présente son projet de loi, pour essayer d'amadouer l'électorat conservateur de droite, les gaullistes, si vous voulez, elle dit naturellement, ce projet, mon projet, va être accompagné d'un autre projet relançant une grande politique familiale pour venir à l'aide des femmes en difficulté, en détresse, etc. Cette partie du projet de Simone Veil n'aura jamais lieu. Il n'y aura aucune loi de soutien aux familles qui vienne compenser la loi sur l'IVG. Et que disent les gaullistes à la tribune ? Que dit Debré ? Le concept de grand remplacement n'existe pas à l'époque. Hein. C'est Renaud Camus qui l'inventera 50 ans plus tard. Debré dit la chose suivante: Madame, vous faites une erreur historique. Bien entendu qu'il souhaitait, Debré, une politique familiale à côté de la loi sur l'IVG. Vous faites le choix, ou nous faisons le choix, de vieillir et de diminuer. Il fait allusion au taux de natalité et au taux de fécondité, alors que les peuples à nos portes, il parle de la Méditerranée et du Maghreb, ont fait le choix de rajeunir et de croître. On fait le choix ou sans le choix, puisque bon, il y avait moins non mais il y avait moins de contraception, etc. aussi dans ces pays, quoi. Bien sûr. Mais et puis il y avait un dynamisme aussi du pays. La religion était très prégnante. Alors la religion est très prégnante. Oui, donc le problème se pose dès ce moment-là. Il y a une prise de conscience que cette loi, de même que les lois sur la contraception, notamment la deuxième loi Veil, vont avoir un impact sur la fécondité et sur la démographie, et que par conséquent, il faudrait rééquilibrer. Ce rééquilibrage n'a jamais été fait. Et nous payons aujourd'hui les conséquences de cette absence de politique familiale. Donc, ce que vous dites, il faudrait relancer une politique familiale, quoi. Il faut relancer une politique familiale si on veut rester... dans le régime de répartition pour financer notre modèle social. Les cotisants, ce sont les actifs. Plus il y a d'actifs, moins le problème financier se pose. On va y revenir après 8h30 aussi avec vous en détail sur toutes ces questions sociétales. Juste pour rester aussi un moment donné, Patrick Buisson, sur la politique. Vous dites que le pays est à droite.
majoritairement. Est-ce que, alors il est piloté par quelqu'un de droite, Emmanuel Macron, ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'il doit y avoir, on a parlé de Nicolas Sarkozy, hein, vous avez entendu le buzz, qui pourrait revenir Premier ministre. Est-ce que tout ça, c'est possible? C'est du domaine du réalisable? Écoutez, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans la tête du président de la République. Ce que je constate, ce qui est quand même une contradiction majeure. Cet homme est intelligent, cet homme est cultivé, enfin une culture qui est peut-être pas la culture, l'ancienne culture humaniste, qui était celle de mon enfance et de mon adolescence, mais c'est un homme incontestablement très intelligent. Il est élu, il connaît les réalités, il a des conseillers qui lui montrent les chiffres, par un électorat qui s'est considérablement droitisé par rapport à 2017. Il est allé chercher beaucoup de voix de Fillon et même des voix dans l'électorat de Marine Le Pen. Ceux qui avaient voté Marine Le Pen en 2017 se sont portés pour au moins 15% sur Macron. Ouais, des conservateurs un petit peu, quoi. Voilà, avec une demande où les items de la sécurité, de la souveraineté, de la demande de leadership, d'autorité exécutive sont aussi forts, sinon plus forts que dans l'électorat du Rassemblement national. Donc il ne peut pas ignorer que cet électorat s'est droitisé. 3 électeurs sur 4 de Macron sont d'anciens électeurs de droite. Bon. À partir de là, quelle conclusion en tire-t-il? Il y a les élections législatives, oui, son parti n'a pas la majorité. Il va éliminer... il a une majorité, mais c'est relatif, quoi. La majorité relative. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir du gouvernement ceux qui incarnaient, qui étaient des marqueurs de droite. Il va remplacer Blanquer par Papendaï, et il va remplacer Jean Castex, que j'ai connu dans une autre vie, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, homme de terroir, par une techno qu'a fait tous les cabinets des gouvernements socialistes. Un choix curieux. Ouais. Il voulait aller vers la LR Vautrin et puis il y a eu des problèmes, quoi, au passage. Bah oui, en tout cas, le choix qu'il fait à ce moment-là, c'est ses seules ressources politiques sont à droite. Ouais. Et il a quand même des piliers, le maire Darmanin. Le seul marqueur de droite véritablement aujourd'hui, c'est Darmanin. Hein. Il y en a pas d'autres. Bruno Le Maire, non? Bruno Le Maire, oui, sur le plan de la politique économique. D'ailleurs, on voit même que Bruno Le Maire a pris conscience de l'ère du temps, compte tenu des propos qu'il tient sur la fraude sociale et qu'il n'aurait pas tenu il y a 6 mois. Mais il y a une absence de vision stratégique. Ouais. Donc il sera peut-être contraint aujourd'hui une alliance avec la droite, mais il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas organisé, et dans un rapport de force qui ne lui est plus aussi favorable qu'il et l'hypothèse, allez, imaginons quand même cette hypothèse. Nicolas Sarkozy, Premier ministre d'Emmanuel Macron, ça vous l'imaginez? Vous connaissez bien Nicolas Sarkozy. Oui, quand on était président de la République, c'est difficile de redevenir Premier ministre. Mais on disait aussi à l'époque où Nicolas Sarkozy était président qu'il était aussi et en même temps Premier ministre, qui crée des problèmes avec François Fillon. Parce que Nicolas Sarkozy est un homme d'action qui aime être dans la décision et dans l'exécution. Donc psychologiquement, ça peut parfaitement s'envisager. Maintenant, politiquement, ce serait quand même difficile à assumer. Oui, merci Patrick Buisson. Et puis on parlera de l'hypothèse aussi Marine Le Pen. Mais ça, c'est à plus long terme dans un instant avec vous. Et on reviendra sur votre livre, justement, Décadence, dans lequel vous affirmez que la révolution sexuelle des années 70 a provoqué, grosso modo, l'effet inverse d'une libération. C'est ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Nous y revenons avec Éric Nolot, Guillaume Bigot aussi, qui seront là pour vous poser des questions, et les auditeurs aussi, bien évidemment. Il est 8h31, dans un instant, une courte revue de presse avec Benjamin Glaise. Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h46. Patrick Buisson est invité avec nous avec Décadence aux éditions Albin Michel. Alors il y a ce que l'on a entendu tout à l'heure sur vos prises de position sur la crise de la démographie, mais ce livre c'est aussi une plongée quand même dans les années 50, 60, 70 avec tout ce qui a changé, la société de consommation. Vous revenez sur René Guénon, etc. On va pas tout détailler, mais il y a beaucoup de choses assez formidables. Avant d'y revenir dans un instant avec Guillaume Bigot et Éric Nolot et puis les auditeurs qui nous appellent, je voudrais quand même un mot de commentaire aussi sur Emmanuel Macron. Hier, il était donc du côté de Ganges, dans l'Hérault. On l'a entendu, il y a eu une interview exclusive accordée à Jean-Jacques Bourdin qui était là-bas hier, parce que toute la semaine nous étions sur le terrain, dans les territoires. Et Jean-Jacques Bourdin lui a posé une question très cash. Les Français ne vous aiment pas. Écoutez ce qu'a répondu Emmanuel Macron et ensuite on commente. Nous sommes un pays unique, que j'aime au-delà de tout parce que je lui donne, voilà, je dirais ma vie, dans les temps heureux comme dans les temps plus difficiles. Mais c'est nous. Et donc, il faut tenir dans ces moments-là.
Et je ne le mettrai pas sur le plan de l'amour. C'est pas, vous savez, quand on prend des responsabilités politiques, je pense qu'on cherche à être respecté et on cherche à ce que les gens aient confiance en vous quand les temps sont difficiles. Est-ce qu'il est authentique et sincère quand il dit ça, Patrick Buisson? Moi, je suis pas là pour sonder les cœurs et je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Non. Simplement, c'est tout le problème de notre modèle démocratique qui ne produit plus de légitimité. Il a été élu par 38,5% des inscrits. Moi, j'avais essayé de faire comprendre à Nicolas Sarkozy que le référendum était une respiration démocratique, un moyen de se relégitimer et une prise de risque. De Gaulle l'a fait, il en a fait beaucoup, le dernier lui a été fatal. Plus aucun politique ne veut prendre ce risque. Et sur les sujets de société comme les autres, aucun n'ira au-devant de l'expression de la souveraineté populaire. Peut-être, vous avez vu, il y a cette étude, pour l'instant, le référendum d'initiative partagée. Moi, je n'ai cessé de dire à Nicolas Sarkozy que le seul moyen de se relégitimer, c'est d'aller sur le terrain, effectivement, de la régulation de l'immigration, avec un référendum posant des questions simples sur le groupement familial, sur le droit d'asile. Il n'a jamais voulu prendre ce risque et il n'a donc pas eu au sein de son mandat la capacité de se relégitimer. Macron, ça va être long pendant 4 ans, sans prendre d'initiatives politiques qui permettent de dire « je représente le peuple français ». On voit bien les conditions dans lesquelles il a été élu. Vous savez, c'est comme tout à fait paradoxal. Les premières enquêtes d'opinion qui ont eu lieu après le deuxième tour montraient que les Français avaient voté Macron, et 47 millions de voix avec Marine Le Pen, mais que les Français n'étaient pas satisfaits du fait d'avoir élu Emmanuel Macron. Oui. Et on l'a vu aux législatives qui ont suivi. Allez, question avec Éric Nolot, Guillaume Bigot. Et Éric Nolot. Monsieur Buisson, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 21 avril 2023. Ça fait donc 21 ans, jour pour jour, qu'un représentant du Front National accédait au second tour d'une présidentielle. Et moi, je suis très surpris de l'aplomb avec lequel vous affirmez que jamais Marine Le Pen ne pourra être élue, quand les signes d'une hypothèse contraire ne cessent de s'accumuler. D'abord, j'observe qu'en 20 ans, donc le Front National puis Rassemblement National est passé de 18% à 41%. Et vous avez vu que dans une législative partielle en Ariège, il y a une forme de front républicain tout à fait inédit qui se forme, alors là, non plus contre le Rassemblement National, mais contre la France Insoumise. Plus, tout ce qui se passe à l'Assemblée a l'air de profiter, le charivari de l'Assemblée a l'air de profiter au Rassemblement National. Donc je trouve que votre aplomb est contredit par des faits d'actualité. Cher Éric Nolot, je pense que effectivement l'ennemi principal a changé. Emmanuel Macron avait pris pour cible Marine Le Pen à la présidentielle et il a désigné les Insoumis comme son adversaire, ce qui évidemment a pu débloquer un certain type de comportement électoral et explique en partie l'élection des 89 députés du Rassemblement National. Non, de ce que vous dites, le Rassemblement National n'est pas passé de 18 à 41. 18, c'était le score du premier tour, 17 même, des Jean-Marie Le Pen en 2002. 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, au premier tour, on est à 22,7. La progression est de 0,3% sur 20 ans. Mais le second tour, vous l'évacuez ? Comment ? Vous évacuez les résultats du second tour ? Alors écoutez, je n'évacue rien. Je dis simplement que ce score de 41%, c'était le score dont Marine Le Pen était créditée en 2017 avant son débat calamiteux avec Emmanuel Macron. Tous les sondages donnaient ce chiffre-là. Pendant 2 ans, tous les instituts nous ont positionné Marine Le Pen entre 45 et 49. Et le jour du vote, elle fait 41. C'est-à-dire le jour où elle a le monopole de l'opposition à Macron, cette opposition est largement minoritaire. 2 mois après, offre plurielle, si j'ose dire, elle n'a plus le monopole de l'opposition. On voit que l'anti-macronisme était majoritaire dans le pays. C'est une réalité. Donc il y a bien un problème, Marine Le Pen, qui est effectivement, je l'ai expliqué sociologiquement, c'est pas très original, ce que j'appelle le front des retraités, 17 millions de retraités, 33% du corps électoral, mais 45% des votants. Le phénomène de la rente, on est progressiste très jeune, on devient conservateur. On veut protéger son bas de laine, le système qui finance votre pension, on a peur de l'explosion des banlieues, du chaos économique, et Marine Le Pen a ajouté, je veux dire, une couche qui est reprendre cette théorie ou cette stratégie bloc populaire contre bloc élitaire, qui ne correspond pas d'ailleurs à la réalité de la sociologie du vote Le Pen, qui n'est plus aussi populaire qu'il l'a été, et qui donc ajoute cette dimension classe contre classe, de lutte des classes, que même Mélenchon a abandonné pour aller sur les luttes intersectionnelles, les minorités. Donc je pense que la stratégie de Marine Le Pen est une stratégie perdante. Elle croit avoir des réserves à gauche. Les deuxièmes tours ont montré en 2017
et 2022 qu'elle n'avait pas de réserve à gauche, et elle délaisse le potentiel électoral qui se trouve encore à droite et qui, à mon avis, est la seule équation électorale qui ait jamais fonctionné en 2007 avec Sarkozy, avec le général en 47 et en 58. Ouais, Guillaume Bigot. C'est l'électorat populaire et l'électorat conservateur. Guillaume Bigot. Donc, si on revient sur le score d'Éric Zemmour, qui n'est pas mauvais, puisque pour quelqu'un qui s'était jamais présenté, le score n'est pas mauvais, mais quand même la marche est très haute. Il a fait 2 millions, un peu moins de 2,5 millions au premier tour, et Marine Le Pen est à 8 millions et plus, et Jean-Luc Mélenchon à 7 millions et quelques. En fait, on voit bien que les réserves de voix sont chez les abstentionnistes. 13 millions. C'est colossal. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que quelqu'un, la prochaine fois, arrive à dégonfler un peu ces abstentionnistes? Est-ce que la clé du succès pour la prochaine présidentielle n'est pas chez les abstentionnistes? Guillaume Bigot, pensez-vous que les abstentionnistes constituent une armée de réserve pour l'offre politique actuelle? Enfin, ils sont nombreux. S'ils ne votent pas, c'est que cette offre politique ne leur plaît pas. Donc il faut changer d'offre. Ne les d'offre. satisfait pas. On a un problème de personnel politique. En France, c'est notre tradition monarchique. Le pouvoir ne s'exerce pas par délégation, mais par incarnation. Or, l'incarnation, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle est très faible. On a cru qu'Emmanuel Macron avait théorisé, intégré la théorie des 2 corps du roi, qu'il allait porter quelque chose. Il l'a dit d'ailleurs au départ. Il montre une image d'un président en majesté qui porte le bien commun, l'intérêt général. En fait, il n'en est pas capable, pas plus que les autres. Cette abstention, c'est pas le fruit du hasard, c'est le désintérêt pour l'offre politique. Il n'y a aucune raison qu'elle revienne dans le jeu tant que cette offre politique ne changera pas. Et Marine Le Pen fait partie de cette Donc offre. ce n'est pas qu'une question d'incarnation. Oui. Comment ? Ce n'est pas qu'une question d'incarnation, c'est aussi une question d'offre. Qu'est-ce que c'est que l'offre sinon l'incarnation? Si d'abord, vous le savez très bien, à travers une présidentielle, on vote plus pour un homme que pour un programme. C'est comme ça. Un homme ou une femme. Un homme ou une femme. Oui. Bon. Christophe est avec nous de Montpellier dans l'Hérault et veut vous poser une question, ou en tout cas une réflexion, hein, Patrick Buisson. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Ah. Oui, Christophe, oui. Oui, une réflexion à M. Buisson par rapport à la démographie. Oui. Nous sommes déjà, à mon sens, beaucoup trop nombreux sur la planète. Nous manquons d'eau, nous allons manquer de nourriture, d'énergie. Je pense que le problème... on ne peut pas régler le problème avec ceux qui l'ont créé. Il faut taxer les robots, il faut taxer tout ce qu'on ne fait pas, en fait. Là, c'est la course à l'armement. On va rentrer dans le mur tous les jours un peu plus. Ouais. Donc, que faudrait-il faire? Alors, changer un peu le système économique, c'est ça, ou c'est ce que... Oui. Mais quelle est votre question, monsieur? Oui. C'était une réflexion en disant il faut arrêter peut-être finalement la démographie de faire beaucoup d'enfants parce que notre terre ne pourra plus en accueillir, quoi. En quelque sorte, c'est ça, hein, Christophe. Alors, c'est une vieille balançoire. Je le raconte dans mon livre. C'est à l'origine de ce qu'on a appelé l'écoféminisme, porté par Françoise Daubonne, qui est la première à théoriser. Elle jette l'anathème sur ce qu'elle appelle le lapinisme phallocratique. Cette représentation du monde plein, elle existe déjà il y a 50 ans, avec la même angoisse, la même terreur. Le problème, c'est qu'à l'époque, cela s'applique en fait au tiers-monde, et alors que la démographie des pays riches occidentaux est déjà en chute libre. Et donc, il n'y avait pas de problème démographique. Au contraire, il y a eu un problème à partir du collapsus démographique des années 65-70. Oui, il y a ce climat parfaitement anxiogène, cette espèce de malthusianisme climatique qui voudrait que l'enfant soit en danger, que son bilan carbone soit défavorable et qu'il ne faudrait plus faire d'enfants. Là, c'est une donnée anthropologique lourde. L'enfant, c'est l'investissement sur l'avenir, c'est la notion de surdurée, c'est l'homme qui se projette au-delà de sa vie et de son existence. Ça vaut pour l'Occident. Heureusement, ça ne vaut pas pour tous les peuples, et notamment les pays de religion musulmane qui ont notre appréhension de la vie, de ce qu'est l'existence et du sens de la vie. Donc on continue tout droit sans rien changer, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez changer? Vous empêchez les êtres humains de se reproduire? Il y a un moment, il y a 2 courbes qui vont se croiser. C'est en effet l'augmentation démographique et la raréfaction des ressources. Donc il y a un moment, on va se poser... Moi, je ne suis pas pour une forme de malthusianisme, que vous voulez, des choses radicales. Mais il me semble
que c'est un problème, et il me semble même que c'est un problème central. La de transition démographie. démographique est très entamée, même en Afrique. Ce problème se pose depuis à peu près 3 siècles. Il est au cœur du débat avec La les mêmes population arguments. mondiale augmentera. Merci. Et le Club de Rome, d'ailleurs, avait évacué cette question en 58. Merci Patrick Buisson. Décadence, je vous recommande ce livre aux éditions Albin Michel. Il y a énormément de choses et ça replonge évidemment aussi dans ces 50, 60 dernières années avec une responsabilité. D'ailleurs, vous l'évoquez aussi, des boomers, quoi. Et qu'est-ce qu'on veut pour la suite? Ça, c'est la génération qui a tiré l'échelle derrière elle. Après moi, le déluge. Auto-engendrement, avant moi, rien. Nos past, nos futurs. Voilà. Et c'est ma génération. Donc voilà. Elle ne veut pas transmettre. Elle ne veut pas transmettre. Bon, elle a reçu l'héritage. Elle a bien profité. Oui, c'est ça. Évidemment, sur la question d'héritage, j'ai la petite phrase de Saint-Exupéry: nous n'héritons pas de la terre, mais nous l'empruntons à nos ancêtres et pour les futures générations, en quelque sorte. Dans un